Les classes moyennes attendront donc au moins, le au moins est important, 2025, pour voir leur impôt baisser. Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, cette promesse, on s'en rappelle, elle a été faite par le président de la République au sortir de la crise sur les retraites, enfin la réforme des retraites. C'était au printemps dernier. Et puis voilà, on l'a évoqué ici la semaine dernière, parce que c'est vrai que Bruno Le Maire nous l'a dit, ça ne sera pas avant, en tout cas ça ne sera pas pour 2024 et au mieux en 2025. Et là je me dis, on parle de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts, et je me dis, mais le gouvernement n'a même pas cette marge de manœuvre de 0,1 point de PIB pour faire cet effort, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, mais on se dit que sur un budget 0,1 point de PIB, c'est l'épaisseur du trait, non? Alors, on peut dire ça. Le problème, David, c'est que nous avons 3015 Parlez bien milliards. dans le trou, parlez bien dans le... Nous avons 3015 milliards d'euros de dettes cumulées. Nous avons 300 milliards. On vous entend mal, pardon Charles. Charles, on vous entend mal, parlez bien dans le combiné. Attendez. Nous avons 3000 milliards de dettes cumulées. Nous avons 300 milliards en gros d'euros cette année à refinancer. Et ce que nous allons refinancer, nous allons le refinancer avec des taux qui sont en forte hausse. Donc, si on arrondit juste pour donner des grandes masses, 300 milliards d'euros de dettes qu'on refinance à un taux de 4%, c'est 12 milliards d'euros de coûts de dette supplémentaires qu'il va bien falloir assumer, financer. Et donc, évidemment, les baisses d'impôts, elles vont non seulement attendre, mais surtout, on va se retrouver avec des hausses d'impôts et des hausses de fiscalité, et nous en avons déjà un certain nombre. Alors, vous savez, il y a une forme d'hypocrisie. Ah, c'est pas les impôts nationaux qui augmentent, hein, donc c'est pas l'État qui augmente l'impôt sur le revenu ou la TVA, c'est les collectivités locales qui, par exemple, ces dernières années, ont augmenté de manière extrêmement massive. Pardon, je vous coupe, Charles, mais c'est pas de la faute du gouvernement, je suis pas là pour en faire la promotion, mais si la taxe foncière augmente, c'est le choix des collectivités d'augmenter effectivement leur taux d'imposition sur la taxe foncière. Non, mais ça, si vous voulez, pour le contribuable, ça lui fait une belle jambe, hein, de savoir si c'est la taxe locale, la taxe régionale, la taxe départementale ou la taxe nationale. Le résultat au bout du compte, c'est que vous avez une augmentation de la pression fiscale. L'État, lui, ne va pas augmenter facialement les impôts nationaux. En revanche, vous vous retrouvez à avoir un ticket modérateur plus important, un reste à charge plus important sur votre consultation médicale, sur vos médicaments avec une franchise plus élevée, sur votre compte personnel formation où avant tout était pris en charge, puis maintenant on va vous mettre une franchise, et puis on vous rabote un certain nombre d'avantages fiscaux. Alors on pense par exemple au Pinel pour l'immobilier. Il y avait du Pinel avant, il n'y a plus de Pinel après. Alors c'est quoi ça? C'est une augmentation d'impôt ou c'est pas une augmentation d'impôt? Bah évidemment, pour le contribuable qui avant en bénéficiait et qui n'en bénéficie plus aujourd'hui, tout ça, ce sont des augmentations de la pression fiscale, même si c'est indirect, même si c'est pas les impôts nationaux. Donc, je crois qu'il faut vraiment voir ça dans la globalité. On peut dire la même chose avec les charges sociales qui pèsent sur les entreprises. On vous dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, pourtant aujourd'hui, vous avez une augmentation du forfait social qui est imposée en cas de rupture conventionnelle ou pour les départs à la retraite. Donc les entreprises, quand elles vont verser des sommes pour une rupture conventionnelle ou pour un départ à la retraite d'un salarié, ça va coûter 10% plus cher en charges sociales. Donc à vous écouter, il y a une espèce d'hypocrisie que de dire on n'augmente pas les impôts pour les Français en 2024, alors qu'il y a toute une ribambelle de taxes ou de fiscalité indirecte qui augmente. Oui, mais en disant ça, si vous voulez, là, pareil, hein, on ne fait pas, soyons objectifs, David, on ne fait pas de politique. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est tout le temps passé, quels que soient les gouvernements, quelle que soit la couleur politique de ceux qui nous ont dirigés. Si vous regardez tendanciellement, de toute manière, ce qui se passe dans le pays depuis 50 ans, vous avez une augmentation systématique et tendancielle et profonde de l'ensemble des fiscalités. Donc tout augmente. Et aujourd'hui, on est à 57 ou 58% de prélèvements obligatoires dans le PIB. Oh là, non, je pense qu'on a moins que ça. Là, on va refaire un déjeuner ensemble. Pardon, excusez-moi, de dépenses publiques, on est effectivement à 37 ou 38% de prélèvements. Non, donc, je pense qu'on est en dessous. Sur les prélèvements obligatoires, je pense qu'on est autour de 46. Mais bon.
Je refais un restaurant. On vérifiera, on va vérifier. Mais on est sur des niveaux qui, si vous voulez, augmentent de toute façon depuis 40 ans. Et vous avez très bien vu, la CSG, ça démarre à 0,5 et puis vous êtes aujourd'hui sur des pourcentages complètement stratosphériques par rapport à ce que c'était quand c'est mis en place. Et vous avez ce processus itératif qui est absolument systématique. Et donc, en tant que contribuable, d'ailleurs, mieux vaut toujours payer ses impôts au prix du jour qu'attendre demain le prix plus élevé du futur. Ouais, mais je reviens à ma question, Charles, c'est intéressant évidemment ce que vous dites là, mais voir qu'un gouvernement ne peut pas trouver 2 milliards d'euros pour financer une promesse qui est une promesse importante, surtout qu'elle est ciblée sur les classes moyennes, celles qui en ont besoin. Pas réussir à trouver 2 milliards de marge de manœuvre, je trouve ça ahurissant. Non, mais on peut, David. L'année dernière, on a trouvé 600 milliards, d'accord? Donc. Oula, 600 milliards, vous parlez de quoi là? Je parle du Covid. Bon, donc quand il a fallu faire le quoi qu'il en coûte et les 100, 200, 300, 400 milliards du Covid, on les a trouvés sans se poser de questions. Donc la réalité, c'est pas que le gouvernement a ou n'a pas de marge de manœuvre, si vous voulez. C'est pas la question. Je la comprends, hein, mais finalement, c'est pas le sujet. La réponse à cette question, qui n'en est pas vraiment une, c'est la volonté politique de trouver une marge de manœuvre ou pas. Et là, en l'occurrence, la marge politique, on ne veut pas se la donner ni se l'ouvrir pour la simple et bonne raison que on est au sein de l'Union européenne et qu'au sein de l'Union européenne, on a décidé de mettre fin au quoi qu'il en coûte Covid, de revenir à une rigueur budgétaire plus précise. Et donc, forcément, on décide de ne plus utiliser de marge de manœuvre budgétaire. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Encore une fois, plus de 3 000 milliards d'euros de dette, des taux d'intérêt qui sont en hausse, donc un refinancement qui va coûter de plus en plus cher sur tous les refinancements de dette, globalement entre 270 et 300 milliards d'euros par an, soit un alourdissement pour les finances publiques d'une dizaine de milliards d'euros chaque année. Donc en fait, il faut déjà trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour pouvoir financer les intérêts de la dette, rien que pour cette année. Donc, si vous voulez, le contexte a changé, le contexte monétaire a changé, c'est ça aussi que le gouvernement doit acter. Et puis le fait que le pacte de stabilité était suspendu depuis maintenant 3 ou 4 ans, donc il n'y avait plus de règles budgétaires en Europe. Les règles vont revenir, les coûts de refinancement pour l'État français ne sont plus les mêmes, puisque les taux d'intérêt ont plus que triplé en 12-18 mois. C'est ça aussi qu'il faut acter. C'est ça aussi, et puis on peut même rajouter un autre élément. Vous chroniquez évidemment quasiment quotidiennement ce qui se passe sur le front justement de la politique monétaire et des banques centrales, de la lutte contre l'inflation. Et si d'un côté vous avez des banques centrales qui luttent contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, en réduisant leur bilan, bref, en restreignant la quantité de monnaie disponible, et que de l'autre côté vous avez des États qui accélèrent des politiques budgétaires de dépenses qui, elles, sont forcément inflationnistes. Hein. Si j'augmente mon budget et que j'injecte de l'argent dans l'économie, je crée de l'inflation. Donc, évidemment, vous avez intérêt, si vous voulez avoir une vraie politique de lutte contre l'inflation, non seulement avoir une politique monétaire restrictive, mais avoir également une politique budgétaire restrictive. Donc, je crois que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Voilà, vous avez une cohérence dans la lutte contre l'inflation entre la politique budgétaire des États européens et la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne. Ouais, sachant qu'en France, on n'est pas un très bon élève en matière de compte public. Hein. On sera encore un petit peu en dessous de 5% cette année. Il y a cet objectif que la France et que le président a rappelé de 2,7% en 2027. Est-ce que cet objectif de déficit public sera tenu? On ne le sait pas, mais voilà, il y a aussi une direction dans laquelle il faut aller, plus de sérieux budgétaire, si tant est qu'on soit sérieux quand on a 5% de déficit public. Hein. Oui, et vous voyez bien qu'en fait, on n'y arrive pas. On y arrive de moins en moins, et c'est vraiment objectivement de plus en plus difficile. Et à chaque fois que vous parlez de faire une coupe dans les dépenses, c'est extrêmement compliqué, et ça s'accompagne de couinements sociaux extrêmement forts. Et là, pareil, c'est juste une constatation. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. C'est juste une constatation. Or, vous voyez bien que jusqu'à maintenant, la seule variable d'ajustement que nous avons sur les rentrées fiscales, c'est bien sur les rentrées, donc c'est toujours un alourdissement de la fiscalité. Peu importe qu'elle soit directe, indirecte, locale, que l'État transfère des compétences aux régions, aux intercos, tout ce que vous voulez. Bon, en attendant, vous avez un alourdissement de la fiscalité. Et cet alourdissement de la fiscalité,
ça a forcément une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir jouer sur la variable des dépenses. Et quand on doit jouer sur la variable des dépenses, qui consiste à dire je réduis la dépense, quand vous regardez objectivement la topographie, comment est structurée la dépense en France, vous avez des centaines de milliards d'euros qui sont sur la dépense sociale. Après, on aimerait bien être, il y a des moments, Charles, on aimerait bien être américain. Les Américains, ils ont 6-7% de déficit public et personne ne vient les enquiquiner. Hein. Oui, mais les Américains, ils ont 35 porte-avions. Donc, si vous voulez, ça aide à forcer le cours de la monnaie, ça aide à forcer le cours de votre énergie, et puis ça aide à forcer tout le monde à utiliser vos devises. Et puis, quand on n'utilise pas le dollar ou qu'on l'utilise mal, on vous met des sanctions, etc., etc. Donc, oui, certaines banques françaises peuvent s'en souvenir. Dites-moi, Bruno Le Maire nous dit, juste Charles, on finit là-dessus, Bruno Le Maire nous dit baisse d'impôts pour les ménages, entre ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros. C'est ce cadrage-là qui a été fait par le président de la République dans une interview à l'Opinion avant l'été. Si c'est possible, dès 2025. Donc ça veut dire que ça se trouve, si c'est possible, si ça ne l'est pas, on peut très bien imaginer que cette promesse passe à la trappe. Oui, mais c'est fort probable. Mais là aussi, processus itératif d'enterrement de première classe d'une promesse qui consistait à dire on va baisser la fiscalité. A priori, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que de toute façon, il va y avoir d'autres chocs. On va rentrer en récession. La lutte contre l'inflation engendre forcément à un moment donné une baisse forte de la croissance, voire même une récession plus ou moins importante. D'après d'ailleurs les dernières études, on était avant entre 12 et 18 mois pour la transmission des hausses de taux dans l'économie. Ouais. Et a priori, là, ce délai se serait beaucoup rallongé. On serait plutôt à 30 mois entre donc le meilleur reste à venir. Ouais, le pire est à venir en réalité en termes de récession. Et qui dit récession dit hausse des dépenses sociales et dit baisse des rentrées fiscales. Donc là aussi, on peut, sans prévoir quelque chose d'horrible et d'affreux et sans que ce soit du tout la fin du monde, on peut raisonnablement imaginer qu'on va aller vers un peu plus de dépenses sociales s'il y a un peu moins de croissance, et vers un peu moins de rentrée fiscale s'il y a un peu moins de croissance. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour le prévoir. Et donc, on peut tout à fait estimer plus que probable encore une dégradation des finances publiques de l'État français, ou alors d'immenses couinements sociaux s'il n'y avait pas le bon traitement social de la crise qui arrive, qui sera plus ou moins forte, mais il y a une crise économique qui arrive et qui se profile, et ça, c'est jamais bon pour les finances publiques. Donc, si c'est pas bon pour les finances publiques, il est fort probable que ce soit pas bon pour les futures baisses d'impôts qui, effectivement, n'auront pas lieu. Et bouclé. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles. Bonne semaine. Merci David, merci tout le monde. À vous aussi. Au revoir David.